Le plus dur, c'est que j'ai 29 ans et que je gagne pas ma vie avec ça. En France, t'as environ 85% de gens qui jouent au paddle sont des hommes et 15% des femmes. En Espagne, on est quasiment sur moitié-moitié. Moi, mon objectif, c'est de rentrer dans le top 100 mondial, donc c'est un vrai investissement. Plus tu joues de matchs, plus t'as d'expérience, plus t'arrives à t'adapter aux adversaires, à leur jeu et à comprendre comment ça fonctionne. C'est hyper stratégique ce sport. Quand tu arrêtes pendant un moment de jouer, ton cerveau, il arrive à comprendre des éléments qu'il comprend pas forcément quand t'enchaînes tout le temps. Il y a énormément de sacrifices quand on est sportif de haut niveau. Mon quotidien, c'est de partir en général le jeudi et je rentre le dimanche. 80% de mon budget, 90%, il va sur les déplacements, les compétitions. Tout de suite, c'était un peu impressionnant de se dire il y a une fille qui joue au paddle, on n'est pas tant que ça en Île-de-France. Tout simplement, si j'ai pas les capacités financières de les faire, c'est compliqué de monter au classement. Le paddle n'a pas besoin de pub, il a besoin de vérité. Je m'appelle Franck Maes. Et voilà pourquoi j'ai créé Alpha Paddle, le podcast. Ici, on parle vrai. Aujourd'hui, on reçoit une joueuse qui fait partie de l'élite du paddle français. Derrière les classements, il y a la réalité du circuit, les sacrifices et les vérités qu'on entend peu. Elle est avec nous aujourd'hui. Salut Camille, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va super. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour te présenter ? Alors, je suis actuellement 5e française et 140 mondiale. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, ça demande beaucoup de travail. Et je m'entraîne tous les jours. Je suis joueuse professionnelle, donc c'est mon métier. Ok. Avant de commencer l'interview, on va juste rappeler qu'il y a un lien dans la description et en premier commentaire. C'est très simple. C'est un lien pour rejoindre la communauté Alpha Paddle. C'est quoi la communauté Alpha Paddle ? Dedans, on est plus de 1400 joueurs. C'est la première communauté du 95, du 78, du 93. Oui, pour l'instant, c'est que l'Île-de-France. Et dedans, on poste régulièrement tous les tournois qu'il y a à l'intérieur, qu'il y a dans la région parisienne. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change dans ta vie quotidienne d'être aujourd'hui 143e ? Oui, j'avoue que ça s'actualise, donc je ne sais pas on exactement. On va dire les 140e mondiale et 5e française. Qu'est-ce que ça change dans mon quotidien ? Pas grand-chose, rien du tout même. C'est vrai que le paddle féminin, en tout cas à mon classement, on n'est pas très visible. Moi aujourd'hui, je suis visible parce que je fais pas mal de vidéos sur les réseaux. Mais sinon... Les gens, ils ne te regardent pas différemment ? Les autres joueuses, les autres joueurs, ils ne te regardent pas. Parce que moi, je me souviens quand tu étais venu sur le tournoi, parce qu'une fois, tu avais fait un P500 homme avec Patrick Tachet, qui est ton entraîneur. Oui. Qu'on salue d'ailleurs. Oui. Et on m'avait dit quoi, il y a Camille Sirex, tu vois. Ah oui, moi, tu veux dire ce genre de réaction ? Oui. En vrai, j'en ai toujours eu parce que comme moi, je viens du tennis où j'étais, on va dire, semi-professionnelle parce que j'étais moins 15 et j'étais 900 à l'international. C'est vrai que quand j'ai commencé le paddle, il y avait ce truc un peu une fille. J'ai tout de suite assez bien joué. Pas compris le paddle et voilà, j'avais plein de lacunes. Mais par contre, tout de suite, c'était peut-être un peu impressionnant de se dire il y a une fille qui joue au paddle, on n'est pas tant que ça en Île-de-France. Et je suis assez puissante, je suis grande. Donc, j'ai eu assez vite ces réactions-là. Donc, c'est vrai, peut-être que je m'y suis habituée. Mais c'est vrai qu'en plus, moi, je fais des tournois hommes, donc soit avec Patrick, soit avec parfois des amis. Et je suis souvent la seule fille. Donc, forcément, ça dénote un peu. Et les gens, ils s'arrêtent, ils s'intéressent et on échange et c'est cool. Mais oui, c'est vrai, t'as raison, il y a ce genre de réaction-là. Mais c'est toujours hyper sympa et c'est cool. Mais ça change pas... ça change peut-être un peu en positif, mais c'est vrai que j'y fais plus trop attention. Ok. À quoi ressemble une semaine type pour toi entre entraînement, compétition, déplacement et récupération ? Et je rajouterais même contenu sur les réseaux sociaux. Ouais, je pense que ça prend de la place aussi. T'as complètement raison. Alors aujourd'hui, il va y avoir des semaines très différentes. Il y a vraiment des semaines très axées entraînement où il n'y a pas de tournoi. Donc là, on va dire que je m'entraîne tous les matins, tous les après-midi. Il y a aussi les soins. Je fais en général un kiné ostéo par semaine. Moi, j'ai accès à Roland-Garros grâce à la Fédé. Donc, à tous les soins, kiné, ostéo, médecin, bain froid, bain chaud. Donc, c'est génial. C'est-à-dire que ça, c'est gratuit pour toi ? Ouais, ça, c'est pour les joueurs de l'équipe de France. Voilà, c'est accessible pour nous. Donc, ça, c'est top. Donc, tu vas, tu prends rendez-vous, tu vois ? Ouais, exactement. Putain, stylé. Ouais. Faut vraiment que je m'améliore. Mais c'est vrai que c'est une vraie chance. Surtout, ils sont top là-bas, ils sont très pros, donc voilà. Et il y a l'aspect physique aussi. Je fais environ 3 séances de physique par semaine.
Quand tu dis physique, c'est quoi? Tu fais de la musculation? Ouais, c'est tout ce qui est renforcement musculaire. C'est de la préparation physique pour être la meilleure possible sur le terrain. Donc, c'est axé... tu as vraiment une préparation de fond où tu travailles l'endurance, la vitesse, l'explosivité. Puis après, tu as vraiment aussi le côté plus spécifique paddle, où moi, par exemple, je fais du physique sur le terrain. Donc, tu as Patrick qui va être au panier et il va me faire droite-gauche, derrière, devant, etc. pour vraiment bosser beaucoup plus. Enfin, vraiment essayer de transposer ce que je bosse physiquement dans la salle directement sur la piste. Donc, excuse-moi, je suis vraiment... non, vas-y, dis-moi. Donc, tu as ton abonnement Basic Fit, tu vas à Basic Fit, tu soulèves de la fonte, c'est ça? C'est un peu ça, sauf que je reste à Casa Paddle dans mon club. Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, le petit coin où il y a les cordes et tout ça. C'est ça. Ouais. À Agnières, on a carrément une salle et à Casa Uno, à Saint-Denis, il y a un petit coin où je m'entraîne physiquement. Là. Okay. Et sinon, Roland-Garros aussi, on y a accès à la salle. Donc, c'est aussi un moyen quand on enchaîne avec kiné, ostéo. Ok. Et comment ça se passe au niveau des entraînements? Tu t'entraînes combien de fois par semaine, on va dire, avec la raquette? Alors, ça va vraiment dépendre des semaines parce que là, on est dans une période un peu spéciale. On appelle ça la prépa foncière. Il n'y a pas de compétition. En général, décembre, janvier, il y a très peu de compétition. Donc, on est vraiment sur une idée de s'entraîner un maximum pour progresser. C'est progresser physiquement et aussi essayer de travailler nos faiblesses pour derrière être la meilleure possible. Puisqu'après, on va dire de février à novembre, il y a vraiment énormément de tournois. Et l'idée, c'est d'en faire un maximum pour gagner le plus de points sur le circuit. Donc là, c'est plus dur de vraiment travailler, de faire un travail de fond parce qu'on part. Mon quotidien, c'est de partir en général le jeudi et je rentre le dimanche. Ou si je perds assez rapidement, je peux rentrer le samedi. Tournoi. Voilà. Mais là, à partir de février, ça va être toutes les semaines comme ça. En fait, je vais m'entraîner du lundi au jeudi matin et jeudi après-midi, je prends l'avion et je pars pour faire une compétition internationale et je reviens le samedi et dimanche si je vais loin dans la compète. Ok. Et la récupération, est-ce que tu as une phase où tu te dis ok, à ce moment-là, c'est de la récup, je fais rien et si oui, c'est quoi la récupération? C'est très compliqué le sujet de la récupération parce qu'il y a cette idée de on a tout le temps envie de jouer pour aller gagner des points. Donc quand tu joues pas, donc quand tu récupères, tu perds une opportunité de gagner des points. Est-ce que c'est comme les amateurs? C'est les 12 meilleurs tournois sur les 12 derniers mois? Exactement. Enfin, nous, on en a 22, mais okay. C'est les 22 meilleurs tournois sur les 12 derniers mois? Oui, exactement. Ok, d'accord. Okay. Et donc oui, il faut en fait des périodes de récupération, mais c'est jamais facile de les placer parce que qui dit placer des jours de repos dit ne pas partir sur des tournois, ou ne pas se laisser la possibilité de gagner des points. Après, moi, je prends toujours au moins 10 jours à Noël parce que c'est important pour moi, pour me ressourcer auprès de ma famille. Et l'été, je prends aussi 10 jours que je bloque pour faire complètement autre chose. Mais là, c'est vraiment, j'arrête complètement le paddle. Je pense à autre chose, je fais autre chose et tout. Mais sinon, il n'y a pas tant de récup que ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre davantage en place parce qu'il y a cette idée où, quand tu arrêtes pendant un moment de jouer, ton cerveau, il arrive à comprendre des éléments qu'il ne comprend pas forcément quand tu enchaînes tout le temps. Il arrive en fait à... Je sais pas, quand par exemple, tu t'arrêtes une semaine, ton cerveau a compris des choses, a assimilé des choses, tu lui laisses le temps. Et quand tu reviens sur le terrain, tu as cette fraîcheur et tu as assimilé même techniquement des choses. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant ce côté récup. Mais comme tu as toujours la pression des résultats, de la performance, c'est pas si facile de le mettre en place. Et là, tu me disais de février à novembre, c'est ça? Tu as les tournois? Ouais. Alors, est-ce que tu sais un an en avance quelles seront les dates et donc tu organises ton planning en disant tiens, je vais aller là-bas, je sais pas moi, je vais aller à Montpellier pour jouer là-bas ou non, je vais partir là-bas? Comment ça se passe exactement? Alors là, c'est très récent. Maintenant, là, le calendrier annuel, il est sorti. Donc ça, c'est génial. Tu connais à peu près tous les tournois, même si ça bouge. Là, ils ont enlevé des tournois féminins, ils en ont remis à d'autres endroits. Enfin voilà, ça bouge. Tous les tournois ne sont pas sortis, mais on a quand même une base. C'est-à-dire que là, je peux regarder mon année et me dire, OK, potentiellement, je peux faire ça. Le souci, c'est que je ne peux pas déterminer qu'un seul plan A. Il faut que j'ai un plan B, un plan C, un plan D. En gros, par exemple, imaginons, je veux m'inscrire à Doha. 15 jours avant, la date limite d'inscription, elle se clôture. Sauf que je vais avoir le choix entre Doha, entre je sais pas, l'Italie et la Finlande. Et, tu préfères lequel déjà? Doha, Italie, Finlande? En fait, j'aimerais bien pouvoir choisir en fonction de la destination, mais c'est pas le cas. En fait, tu vas décider en fonction de la liste. L'idée, c'est d'être tête de série.
Ah, en oui, fait, exactement comme dans les tournois français. Ils te communiquent obligatoirement la liste, déjà. Oui. Et donc, tu as le mercredi, en général, c'est jusqu'à 17h. Tu peux t'inscrire au tournoi. Et donc, tu regardes on est tous à 16h58 en train de se dire, oh là là, là, en Finlande, il n'y a personne. Bon, faut se mettre en Finlande. Enfin, c'est un jeu. Donc, tu peux t'organiser que 15 jours avant, la réalité. Parce que je peux dire, demain, je vais à Doha. Mais si Doha, c'est super fort et je suis pas tête de série et que je me prends la tête je vais pas dépenser autant d'argent pour prendre des filles qui sont 30 mondiales et potentiellement pas gagner de points, que ça soit trop compliqué. Il y a vraiment une stratégie dans le calendrier. Et aujourd'hui, tu vis que de ça, que du paddle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu appelles en vivre? C'est-à-dire, ça nécessite énormément de dépenses d'être joueur de ton niveau. Tu disais tout à l'heure, Doha, Italie, moi je pense billet de train, billet d'avion, pardon, parce que billet de train, ça ferait un peu loin, mais billet d'avion, chambre d'hôtel, donc est-ce que c'est tes joueuses professionnelles, c'est tes sponsors qui t'aident tout simplement dans ta carrière, ou en même temps tu as un métier à côté et tu jongles un peu entre les deux? J'ai pas de métier à côté, donc je fais vraiment que ça. Parce qu'aujourd'hui, le paddle, ça se professionnalise énormément et que c'est nécessaire de s'entraîner matin, après-midi, de dédier sa vie à ça si je veux progresser et rentrer dans... mon objectif, c'est de rentrer dans le top 100 mondial, donc c'est un vrai investissement. Donc, c'est pas possible de faire quelque chose à côté ou c'est très compliqué. Voilà, si je veux vraiment me donner les moyens d'arriver à mes objectifs, je peux pas. Et donc, pour financer ça, c'est majoritairement les sponsors. Mais aujourd'hui, moi, mes sponsors... Tu peux les citer si tu veux. Oui, je peux les citer. Alors, t'as un peu de temps? Non, prends les 3 premiers. Non, j'ai évidemment mon club, donc Casa Paddle, j'ai Greenwiz, j'ai des boîtes comme LM2L ou Le Conservateur. Voilà, potentiellement, là aussi, Emoy, c'est une barre de céréales, de fruits. J'ai Paddle Avenue, le magasin 15e. Donc voilà, j'ai quelques personnes qui m'aident et en fait, sans eux, tout simplement, ça serait... c'est plus dur. Pas possible, tout simplement. Donc, c'est vraiment grâce à eux que j'arrive à pouvoir m'investir autant. Mais encore, j'ai de plus en plus d'aide. Et depuis, moi, je travaille aujourd'hui avec un agent qui m'aide énormément parce que sans lui, c'est un vrai métier. Et comme tu l'as dit, cette idée de faire des vidéos sur les réseaux, de gagner en visibilité, ça prend énormément de temps aussi à la fin de mes journées. Mais c'est nécessaire pour trouver des sponsors. Et donc, grâce à eux, j'arrive à financer une partie de ma saison, mais j'arrive pas à la financer entièrement. Donc aujourd'hui, c'est encore mes parents qui m'aident et j'avais aussi un peu d'argent de côté au tout début du tennis. Mais là, c'est aussi mes parents qui arrivent à m'aider, sinon j'y arriverais pas. Appel aux sponsors aussi, s'ils veulent. Complètement. Qu'est-ce qui est le plus difficile à franchir quand on veut passer d'un bon niveau international à l'élite mondiale? Déjà, qu'est-ce qu'on entend par élite mondiale pour toi? Pour moi, le top 40, top 30, moi, je l'entends comme ça. Je pense que ça va paraître bête, mais le financier, parce que il y a vraiment cette idée il faut pouvoir faire les tournois. Et parfois, il y en a au Mexique, il y en a en Australie, au Brésil. Et tout simplement, si j'ai pas les capacités financières de les faire, c'est compliqué de monter au classement. Aussi le financier pour la structure, les entraînements. Moi, aujourd'hui, par exemple, au niveau paddle, donc j'ai la chance d'avoir un entraîneur, donc Patrick Taché, mais au niveau physique, j'ai pas les moyens aujourd'hui de payer une structure physique très adaptée, donc je fais tout toute seule. Donc, c'est plus dur et peut-être moins professionnel. Voilà. Ça veut dire que quand tu t'entraînes à Casa? Oui. Et à Casa, en gros, tu les appelles, tu leur dis jouer un terrain, ils te donnent un terrain et tu vas avec ton entraîneur. C'est oui, comme ça? Exactement. Okay. Exactement. Après, il y a l'aspect aussi mental où c'est aussi un gros budget. Aujourd'hui, j'ai pas les moyens et pourtant, c'est très important. Notamment si tu veux atteindre l'élite internationale, ce que je vise à un moment donné, il va falloir que je mette de l'argent là-dedans. La préparation mentale? Voilà, dans la préparation mentale. Donc déjà, tu as ça, l'aspect financier. Mais après, d'un point de vue purement jeu, en termes de niveau, tu as toute l'expérience stratégique. Les filles qui sont dans le top 30 mondial, c'est des filles qui jouent depuis 10 ans au paddle, 15 ans. Et moi, ça fait 3 ans et demi. Et c'est vrai que de vraiment comprendre ce sport, et plus tu joues de matchs, plus tu as d'expérience, plus tu arrives à t'adapter aux adversaires, à leur jeu et à comprendre comment ça fonctionne. C'est hyper stratégique ce sport, que ce soit
sur les changements de rythme, que ça soit sur... voilà, c'est des tactiques quand même très précises et beaucoup d'adaptation. Et ça demande une expérience des matchs et des matchs derrière soi. Et ça, avec le temps, il faut du temps et il faut jouer des tournois. Et voilà, je pense qu'en termes de pur coût, c'est-à-dire si moi, je me compare, moi, je suis 140 à une fille qui est 30 mondiale, si on compare notre Vibora, il n'y a pas beaucoup d'écart sur la Vibora où voilà, je sais la faire. Évidemment. Par contre, le Punto de Oro à 4 partout, elle va complètement mieux le gérer que moi. Les temps faibles, moi, par exemple, quand je mène 3-0, 4-0 dans un match, j'ai tendance à avoir un temps faible, tu vois, faire quelques fautes. Pour elle, ça ne va pas exister. Par exemple, moi, s'il y a un changement de tactique de l'adversaire, je sais pas, ma joueuse de gauche en face qui vient coller à chaque fois qu'elle lobe d'un coup dans le match, moi, je vais mettre 2 jeux de plus à m'adapter, à me dire, déjà le voir qu'elle vient coller à chaque fois et de me dire, il faut peut-être que je change stratégiquement. Alors que les filles qui sont top 30 mondiales, elle va le voir direct et elle va direct fermer cette stratégie. C'est des petits détails, plein de petits détails comme ça qui font que aujourd'hui, je prends 1 et 1 contre des filles qui sont top 30 mondiales. T'as un coach qui vient avec toi quand tu fais tes tournois internationaux sur le banc ou pas ? Non. Parce que j'ai pas les moyens, tout simplement. Et ça, tu vois, c'est un truc qui fait toute la différence parce que je pense que tu le sais aussi, quand t'as quelqu'un sur le banc qui arrive à te dire attends, regarde, il se passe ça, ça change vraiment parce que toi, quand t'es dedans, tu vois pas. C'est trop compliqué, il y a trop d'émotionnel, il y a trop de choses, il y a tes sensations, t'es trop dedans et ouais, le coach est très, très, très utile et peut faire tourner des matchs. Et après, moi, Patrick, il arrive à venir vraiment sur des tournois très proches, mais il y en a très peu des tournois très proches, même s'il y a de plus en plus de tournois internationaux qui sont créés en France. Donc ça, c'est top. Mais c'est très compliqué. On est très souvent seul à l'international et même pour les débriefs, c'est pas si facile. D'où le fait aussi de filmer. On filme beaucoup pour essayer de regarder après coup qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que tu as déjà une joueuse que tu as affrontée, elle t'a impressionné, tu te dis putain, elle est trop forte, quoi. Je t'ai rajouté des questions. Parce que je précise que j'envoie les questions avant à chaque personne qui passe sur le projet. Mais là, je sais pas, j'ai l'inspi qui me vient. T'inquiète pas, parce que je les ai lues en diagonale, les questions, donc j'ai pas réfléchi. On s'en sort bien. Non, je réfléchis. Une Oustero qui est très... qui a un œil tellement... Qui ça, tu m'as dit ? Oustero, tu vois, qui est vraiment un œil incroyable, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas sur le terrain, mais elle est sur toutes les balles, parce qu'elle sait exactement où la balle va aller, à quel moment, elle voit le jeu en avance, ça c'est impressionnant. Après, qui je pourrais te dire, Sofia Aroro aussi, qui elle... moi, j'adore cette joueuse, c'est ma joueuse préférée parce que je trouve qu'elle a une personnalité de dingue et qu'elle n'a pas peur sur le terrain et qu'elle y va, quoi. Quand il faut y aller sur les points importants, elle y va, elle prend de la place. Elle est combien actuellement ? Top 10, mondial. Ouais. Donc moi, j'adore ce type de personnalité. Après, c'est une joueuse de gauche qui en impose. Voilà. Ok. Comment tu décrirais aujourd'hui la place réelle du paddle féminin dans l'écosystème professionnel ? Donc là, tu parles écosystème international. Ouais. Principalement. Franchement. International dans un premier temps, puis après, on peut parler aussi du national aussi. À l'international, je trouve qu'on a un sport où on a quand même pas mal de chance, nous, chez les femmes. C'est que... alors, au début, il n'y avait pas beaucoup de tournois féminins, mais aujourd'hui, il y a énormément de tournois féminins, presque autant que de tournois masculins. Les prize money sont similaires. La seule différence, c'est vraiment au niveau des sponsors. Parce qu'aujourd'hui, le paddle masculin attire plus de personnes que le paddle féminin. Même si c'est vrai que dans les discussions un peu de comptoir, on entend beaucoup de personnes, et surtout les hommes, dire « Mais nous, on adore regarder le paddle féminin, c'est génial, même on préfère. » Parce qu'ils arrivent à se dire « Nous, on arrive à comprendre et ça représente plus ce qu'ils font par rapport aux garçons qui vont taper derrière la ligne et ils n'arrivent pas à se projeter dans leur jeu, alors qu'ils arrivent plus à se projeter sur des jeux féminins. » Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que quand on regarde les chiffres de Canal, c'est que les matchs masculins sont bien plus regardés que les matchs féminins. Et donc, derrière, forcément, les sponsors, les aides pour les femmes sont bien moins importantes que pour les hommes. Mais après, à l'international, que ça soit sur la création de tournois, que ça soit
sur les prize money, on a plutôt, j'allais dire de la chance, alors que je pense que c'est normal, mais c'est plus de la chance par rapport à d'autres sports où je pense qu'il y a des vraies inégalités. Alors qu'aujourd'hui, sur la scène internationale de paddle féminin, moi, je suis plutôt très contente et j'arrive à m'épanouir et je peux m'investir dans ce sport en tant que femme, donc c'est déjà énorme. De quelle inégalité souffre encore le paddle féminin selon toi et à quel niveau précis ? S'il y en a, hein. Après, si tu dis qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Si, les inégalités, comme je t'ai dit, c'est sur l'accompagnement financier. Ouais. C'est énorme, mais on reste dans un système, malheureusement ou pas, mais capitaliste, où oui, c'est l'audience qui fait. C'est ça, les hommes génèrent plus d'argent. Donc, après, oui, moi, je pense que, en tout cas, je parle en France, parce que je ne connais pas trop à l'international, mais je pense qu'en France, il manque des événements dédiés aux femmes pour le paddle. C'est vrai que... Tu parles de tournois, là ? Alors, les tournois, il y en a beaucoup moins en France, mais parce qu'il y a beaucoup moins de joueuses aussi. Oui. Et je sais que les arbitres, c'est compliqué. Ils n'arrivent pas à remplir leur tournoi féminin. Donc, il y a une explication. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à remplir leur tournoi féminin ? Moi, tu vois, il y a un chiffre qui me parle énormément. C'est qu'en France, tu as environ 85% de gens qui jouent au paddle sont des hommes et 15% des femmes. En Espagne, on est quasiment sur moitié-moitié. Wow. Pourquoi ? Je pense pas parce que les femmes françaises sont moins attirées par le paddle qu'en Espagne. Je pense que par contre, ce qui est proposé aux femmes en Espagne est un peu différent de ce qui est proposé en France. En France, on est vachement sur le côté compétition, création de tournois, alors qu'en Espagne, on est plus sur des événements un peu plus... L'idée en Espagne, c'est qu'au lieu d'aller boire ton coup le soir à 18h, tu vas faire un paddle. C'est beaucoup plus social, c'est beaucoup plus lié au partage. Donc, il y a vraiment des dîners derrière, des choses où les femmes peuvent discuter, alors que... C'est-à-dire qu'il faut des trucs où elles parlent plus qu'elles ne jouent. Le cliché de malade. Non, ce que je veux dire, c'est quelque chose où on peut un peu plus partager, un peu moins lié à la performance. En France, je trouve qu'il y a beaucoup d'événements qui sont... Pour la compète. Voilà, très lié à la compétition performance. Et c'est pas forcément ce que toutes les femmes recherchent. Voilà. Donc je pense que ça passe par là, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait aussi peu de femmes, entre guillemets, qui jouent au paddle en France, même si ça évolue positivement. Ok. On va revenir sur cette question, mais je pense qu'elle est importante. Même si on en a déjà un tout petit peu parlé juste avant. Comment une joueuse classée autour de la 150e place mondiale, parce que c'est un beau classement, faut dire la vérité, c'est un très beau classement. On en parlait juste avant avec Adrien, quand des gens des fois disent « Ouais, il est pas terrible le mec, il est 200. » Ouais, le mec, il est 200 mondial, bref. Comment une joueuse classée autour de la 150e place mondiale parvient-elle ou non à vivre de son sport aujourd'hui ? Et comment ça se répartit différentes sources de revenus ? Parce qu'effectivement, il doit y avoir les sponsors, ou peut-être qu'il y a d'autres, moi j'en ai aucune connaissance, mais comment ça se passe exactement ? Aujourd'hui, moi, mon classement, donc, comme je te disais, j'en vis pas. Si cette année, j'arrive à finir la balance à 0, c'est-à-dire ne pas avoir de déficit, ce serait déjà une énorme victoire. Et après, comment ça se répartit ? Globalement, 80% du budget, même 90%, c'est lié aux compétitions. Oui, je le reçois oui, c'est le sponsoring. Et parce que le prize money, il y en a vraiment très, très peu sur les tournois que je fais. Pour info, si je fais, je sais pas, quart de finale d'un FIP Silver, je vais avoir 120 €, ce qui est rien. Et en plus, souvent, le pays nous prend... Il y a des taxes, donc ça réduit... c'est vraiment... Il t'héberge ? Est-ce qu'il t'héberge ? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, il y a rien. Dans le... À part sur les gros tournois. En fait, il y a vraiment un écart entre les gros tournois, donc les premiers paddles, etc., où là, vraiment, dans le tableau final, il y a l'hébergement qui est pris en compte, mais pas dans les qualifs, où ça va dépendre. Là, par exemple, je vais faire le FIP Platinum de Marseille, c'est un très, très gros tournoi. Il y en a très peu dans l'année dans le monde. On a eu la chance d'avoir la wildcard par la fédération. Donc là, pour la première fois, le logement et la nourriture est pris en charge. Ce qui est important. Mais ça m'arrive deux fois dans l'année, 3 fois dans l'année. La plupart du temps, même tout le temps, c'est tout à mes frais. Vraiment, déplacement, hôtel, nourriture et tout. Donc, 80% de mon budget, 90%, il va sur les déplacements, les compétitions. Ouais. Et c'est 80, enfin, je sais pas, tu me dis, mais la grande majorité de l'argent que tu arrives à générer, c'est via les sponsors.
Ah, mais c'est que ça. C'est oui, c'est que ça. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs sponsors. Oui, c'est surtout que les sponsors, évidemment, ils aident un peu en partie, mais c'est pas non plus des montants incroyables. Oui, bien sûr. Mais même au-delà alors, bien sûr, ça aide sur l'aspect financier, mais ça aide aussi sur l'aspect mental, et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais le fait d'être soutenu, moi, cette année, là, je vais être soutenue par environ 7-8 sponsors. C'est vrai que quand tu es sur le terrain, tu te sens soutenu, tu te dis, il y a des personnes qui te font confiance, des entreprises derrière qui sont à fond avec toi, tu as des petits messages. Enfin, c'est aussi, mentalement, c'est une aide. Je trouve que c'est quelque chose où tu es assez fier sur ton maillot. C'est ton maillot de porter, te dire, c'est une équipe derrière soi. Et ça compte aussi. Donc, il y a ça. Ok, important. Mais comment on pourrait répartir, parce que c'est mieux, parce que c'est bien d'avoir des sponsors, mais quand ça représente une telle part, c'est quoi? Il faudrait que les cash prize des tournois augmentent en fonction du rang auquel tu finis? Comment ça pourrait s'inverser un peu? En fait, c'est le cas aujourd'hui. Donc, si tu mais ils ne sont pas assez élevés, c'est ça que je voulais dire, en fait. En fait, c'est une pyramide. C'est-à-dire que si tu gagnes le tournoi, déjà, tu as beaucoup plus d'argent. Alors, je ne sais plus sur un FIP Silver combien c'est, mais ça se rapproche des 1 000 €, quelque chose comme ça. Donc, après, ça descend très vite quand tu fais finaliste, demi-finaliste, quart, etc. Mais après, globalement, il n'y a tout simplement pas assez d'argent dedans. Et aujourd'hui, même les tout meilleurs mondiaux, ils ne vivent pas du tout des prize money. Ils vivent des sponsors. C'est 80% de leur... Que ce soit homme ou femme? Oui, complètement. Est-ce que tu peux rappeler aussi la différence? C'est quoi FIP Silver, FIP Platinum, la différence avec le World Padel Tour, pour que ce soit un peu plus clair pour les personnes qui vont nous regarder? Donc, les FIP, en fait, le World Padel Tour, c'est ce qui existait avant. Donc, c'était le circuit international. Aujourd'hui, il n'existe plus. Et aujourd'hui, on est sur un circuit international qui est divisé en deux, entre guillemets. On a les premiers paddles, qui sont vraiment le haut du panier, donc les gros tournois. Et ensuite, on a les FIP. On peut appeler ça le circuit un peu secondaire international. Ça veut dire quoi, FIP? C'est Paddle, P pour paddle, peut-être? Fédéral International Paddle, ou un truc comme ça. Fédération... Voilà. Et l'idée, c'est que et parmi les FIP, il y a des catégories de FIP. Donc, c'est FIP bronze, FIP silver, gold, platinum. Là, tu montes, c'est ça? Voilà, bronze, exactement. Silver, gold, platinum. Ouais. Tu as 4 catégories dans ce circuit secondaire. Exactement. Ok, d'accord. Voilà. Et après, il y a majoritairement des FIP silver. Donc, la dernière? Non. En fait, tu as bronze et silver, donc les premiers. Okay. Et gold et platinum, il y en a très, très peu parce que ça demande au club d'avoir plus d'argent. Parce que les prize money sont plus grands. Et là, les charges ne sont pas les mêmes. Par exemple, là, je te disais, le logement est pris en compte. Donc, il faut bien que quelqu'un le prenne en compte. Donc, peu de FIP platinum sont créés pour ça parce que ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et la répartition des points est pareille? Non, pas du tout. Ah oui. Plus c'est petit, moins tu as de points. Tu finis premier d'un FIP Silver, c'est combien de points? T'es à 80. Et d'un FIP Platinum? Je ne sais pas, mais je pense 200 ou quelque chose comme ça. Et donc, quand tu passes, tu as le FIP circuit secondaire, le World Padel Tour... premier paddle en premier. Et là, tu n'as qu'une catégorie dans le premier paddle? Non, tu as les P2, les P1 et les majors. Et là aussi, ça monte aussi? Exactement. D'accord, ok. Et toi, tu peux t'inscrire sur un P2? Oui, totalement. En fait, moi, aujourd'hui, je pourrais même rentrer dans les qualifs, mais en fait, je ne serais pas tête de série. Donc, dès le premier tour, je vais jouer des filles qui sont top 50 mondiales. Et si je perds, il n'y a pas de points. Donc, me déplacer pour jouer... T'as 0 points au premier tour. C'est pas comme chez les amateurs. Même si tu gagnes, tu perds toutes tes matchs. T'as pas de points. Ah, d'accord. Donc, c'est vrai que c'est une stratégie. D'où la stratégie. Okay. C'est pas si évident. Après, moi, j'ai eu la chance de faire Roland Garros aussi, le major. Pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Mais là, grâce à une invitation de la Fédé, parce qu'avec mes points, je ne rentre pas dans un major. Et là, pareil, y a des points en fonction de quand tu perds. Mais bon, plus le tournoi est gros, plus tu peux gagner des points. Mais plus il y a des filles qui sont fortes, et donc plus c'est très compliqué de gagner des points. Logique. Dans les moments de doute ou de contre-performance, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer pour toi mentalement?
Le plus dur, c'est que j'ai 29 ans et que je gagne pas ma vie avec ça. Donc, il y a énormément de sacrifices quand on est sportif de haut niveau. Déjà, financièrement, on met pas d'argent de côté, donc on construit pas d'avenir. Le temps consacré, c'est énormément de temps par rapport à sa vie personnelle, que ça soit copains ou amis ou famille, on les voit peu. On annule souvent des anniversaires pour les amis, donc c'est compliqué d'avoir des proches, d'être là pour eux et de créer des relations fortes. C'est des vrais sacrifices au quotidien. Donc, quand c'est dur, tu te dis est-ce que ça vaut vraiment le coup? Apparemment, la réponse est toujours oui parce que je suis là. mais c'est des vraies questions. Parfois, tu remets un peu ce côté, tu remets un peu ta vie en question parce que c'est tellement atypique. Être sportif de haut niveau, c'est voyager tout le temps. T'imagines, tous les matins, je me lève avec l'idée de taper dans une balle et essayer d'améliorer ma vibora. C'est quand même, faut être un peu fou, un peu taré. Et c'est pas, et pour donner du sens à ça, alors il y a énormément de sens parce que on se remet énormément en question. On est face à l'échec tout le temps. Donc, en tant que personne, on progresse énormément. Et les valeurs du sport, tout ce qu'on développe, c'est incroyable. Mais ce que tu construis, que ça soit financier ou avec parfois tes proches, c'est pas si évident. Il y a moins la place pour ça. Donc, et puis en tant que femme, tu as aussi potentiellement envie de construire une vie de famille ou pas, mais ça pose question. Même pour être enceinte, à un moment donné, avoir des enfants. Mon corps, c'est mon outil de travail. Donc, si un jour, je vais avoir un enfant, ça veut dire mettre en pause. Il y a toutes ces réflexions-là derrière. Donc, quand c'est dur mentalement, je ne sais pas si c'était ça ta question, mais c'est un peu ces questions, ces choix, en fait, qui reviennent quand tu es au fin fond du Brésil. Là, je suis allée au Brésil l'année dernière. On était à côté d'une favela, ça craignait au max. On faisait que hôtel, club. C'est vrai que c'est pas facile mentalement parce que t'as vraiment des trous d'air pendant la journée où il se passe rien. T'attends dans le club et tu te dis ok, c'est génial, je fais de la compétition, je progresse et tout, mais t'es tout seul. J'étais avec une partenaire plus ou moins sympathique, on parlait pas trop. C'était un peu un espèce de vide où tu te dis pourquoi je suis là quoi, au fin fond du Brésil, ça craint à côté, si on te dit faut pas sortir sinon tu te fais tirer dessus. C'est une vie assez atypique. Donc si tu prends 1 et 1 et que tu as fait tout le trajet au Brésil et que ta partenaire est pas ultra sympathique et tout, je peux te dire que le moment d'après match, tu remets ta vie en question, oui. Ouais, d'où l'intérêt de bien choisir son partenaire ou sa partenaire aussi. Oui, mais ça c'est une énorme difficulté, oui. Qu'est-ce qui manque encore aux joueuses françaises pour rivaliser durablement avec les meilleures mondiales? Beaucoup d'années d'expérience et le côté professionnel où je pense que le padel, c'est encore un sport qui est nouveau. Alors, on est beaucoup de joueurs et joueuses qui viennent du tennis. Donc, on a un côté quand même assez cadré, assez professionnel quand même, mais pas tout le monde. Il y en a qui viennent du tennis à un petit niveau et c'est vrai que c'est un sport où il faut s'entraîner dur, il faut faire de la préparation physique, il faut faire des sacrifices, comme je dis. Et parfois, je pense qu'il y a ce côté un peu où, comme c'est un sport nouveau et qu'encore il n'y a pas si longtemps, on pouvait être fort sans trop donner pour le sport. C'est le cas maintenant? Non, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Maintenant, le niveau, il a augmenté. Je parle pour les femmes parce que c'est là où... Mais le niveau a vraiment augmenté. Moi, j'ai commencé il y a 3 ans et demi. Et vraiment... Alors, c'était fort en haut. Il y a toujours Alix et Léa, c'était très fort. Mais derrière, il y avait vraiment... il y avait peu de filles. Et peu de filles qui s'engageaient vraiment à fond dans le paddle. Aujourd'hui, il y a un vivier de filles beaucoup plus important où elles s'entraînent tous les jours, quoi. Donc, il y a une densité bien plus grande et un niveau bien plus important. Mais ça reste encore... On voit encore des filles qui ne s'échauffent pas avant d'entrer sur le terrain, quoi. C'est ce qui me paraît pour moi complètement fou pour un sport comme ça, hyper explosif. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a encore énormément de progrès de ce côté-là à faire. Tu m'as dit que tu avais 29 ans? Oui. 29 ans, c'est vieux ou c'est jeune pour le paddle? C'est pas très vieux pour le paddle. Après, c'est pas non plus très jeune.
Et des Espagnoles, elles ont 16 ans, elles jouent grave, donc voilà. Mais ce qui est bien, c'est que moi, j'ai déjà eu une vie avec le tennis avant et aujourd'hui, j'ai une autre vie avec le padel. Et ce sport permet ça, de pouvoir, là, à 29 ans, je suis très bien. Physiquement, j'ai aucun problème et je pense que j'ai encore vraiment quelques belles années devant moi. Donc c'est ni jeune ni vieux, mais c'est entre guillemets parfait pour ce que j'ai envie de faire. Très bien. Quel levier pourrait réellement te permettre de franchir un nouveau cap dans ta carrière ? Bon, on a vu apparemment le point de vue financier, c'est important parce que je pense qu'il faut justement que les marques soutiennent les joueurs et les joueuses qui se donnent les moyens d'avoir une bonne carrière. Mais à part ça, qu'est-ce qui te permettrait d'avoir d'atteindre un nouveau cap dans ta carrière ? Je pense, je te disais, la préparation mentale. Je pense que c'est quelque chose où il faut que je m'investisse davantage dedans. Mais comment ça se met en place concrètement, ça ? Il faut trouver une bonne personne. Il faut essayer. Faites la préparation mentale. Il y a énormément de gens qui se proposent. Moi, j'ai même des messages sur Instagram ou LinkedIn en disant « Ah, je peux t'aider mentalement, etc. » En fait, il faut essayer avec une personne. Et en fait, ce qui est dur, c'est que c'est de l'énergie. C'est comme quand tu cherches un psy, c'est que il faut qu'il y ait un lien, que tu aimes bien la personne, que tu puisses te livrer, etc. Et c'est quand même très spécifique. Donc, le problème, c'est que faut essayer, t'aimes pas. Il faut se relivrer à une autre personne, t'aimes pas. Donc, c'est un vrai coût au-delà du financier, c'est un vrai coût énergétique. Mais une fois que tu as trouvé, souvent, c'est soit des rendez-vous en visio ou en vrai, ou tu fais des débriefs sur des difficultés que tu rencontres sur le terrain. C'est ton psy, quoi, un peu. Ouais, c'est complètement... Ouais, à un moment, j'ai raté ma Vibora. Non, mais rigole pas. C'est pas ça, c'est plus de la gestion de frustration. Ma partenaire, elle a raté son revers. C'est un peu ça. Non, mais vraiment, genre, par exemple, ma partenaire... je sais pas, j'ai raté à un moment important et elle me fait ressentir que je suis pas bonne et que je suis pas assez bonne à ce moment-là. Comment je fais pour gérer ? Parce que moi, du coup, je perds confiance, donc je deviens encore moins bonne et je mets 3 jeux à m'en remettre. C'est con, mais on l'a tous déjà ressenti que ton partenaire, il en avait marre que tu rates toujours ta volée de coup droit au centre ou je sais pas quoi. Et finalement, tu la rates encore plus parce que tu as encore plus de pression, que tu as envie de faire encore mieux. Comment tu gères ça ? Comment tu arrives à basculer dans ta tête et de te dire « Ok, non, ça m'impacte pas » ou je communique en disant « Écoute, ton attitude fait que je ressens ça et j'ai pas envie de ressentir ça parce que si tu veux que ma volée de coup droit s'améliore, va falloir que je gagne en confiance. Donc, comment on fait ?» C'est hyper intéressant, l'aspect psychologique au paddle. Moi, je l'ai vécu dans le tennis, qui est un sport individuel. Mais là, à deux, on sait que la com, c'est super important. Qu'il y a des moments où ton partenaire, il a besoin que tu le pousses ou au contraire que tu le laisses tranquille. Il y a vraiment plein de choses à travailler et je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment me faire progresser. Et puis sinon, sur l'aspect paddle, m'entraîner parce que les vitres, la défense, changer les rythmes. Parfois, j'ai envie de taper fort, mais ça n'a aucun sens de taper fort dans ce jeu. Que je me dis, mais Camille, arrête. Ou je joue lent parce que on m'a dit de feinter, alors qu'il ne faut pas feinter à ce moment-là, il fallait y aller. Toutes ces prises de tête sur le fait que la balle revient tout le temps dans le court avec les vitres, les positions des adversaires, les annonces. Moi, je suis catastrophique au niveau des annonces. Par exemple, c'est quelque chose qu'on travaille très peu et qu'il faut que je travaille davantage, c'est faire des bonnes annonces à ma partenaire sur où sont placés les autres en face. Mais ça change tout. Moi, quand je joue avec Ben, mon copain, donc forcément, qui a été incroyable, donc, dans le top 60 mondial, je joue avec lui, mais c'est tellement plus simple. Il me fait des annonces, mais précises, mais je joue beaucoup mieux, rien que grâce à ça. Et à l'inverse aussi, écouter ma partenaire dans ses annonces. Parce que quand je suis en barada et qu'elle m'a dit coller à fond, je vais quand même envoyer une mine. Il faut que j'arrive à m'adapter. Et ça, c'est des détails qui font que... C'est des détails. C'est un vrai travail. mais à force de progresser là-dedans, c'est comme ça que je pense que je vais vraiment passer des caps. Mais quand tu disais préparation mentale, qu'il y ait une préparation mentale sur toi, mais aussi sur la paire. Oui, mais ça reste... Le paddle reste un sport un peu individualiste où potentiellement tu peux changer ta paire. Oui, en fait, dans l'idéal, ça serait d'avoir un préparateur mental pour soi et un préparateur mental pour la paire. Ça serait l'idéal. Mais ça existe, je pense, dans le très très haut niveau où ils ont les moyens pour faire ça. Ok. Aujourd'hui, ta partenaire, c'est Mélissa Martin. Oui. Ça fait combien de temps que tu joues avec elle ?
Ça fait 5-6 mois. Ok. Et c'est quoi vos objectifs à deux? De rentrer dans le top 100 mondial. Toutes les deux. Elle est combien, Mélissa? Elle est juste derrière moi. Moi, je suis 140, elle est à 144. Comme ça fait 6 mois qu'on joue ensemble, on a forcément le même classement. Rentrer dans le top 100 mondial, notre idée, c'est de jouer les qualifs de Roland-Garros. Voilà, c'est un objectif à deux. Comment vous faites pour vous entraîner? Parce que tu me disais tu t'entraînes toute seule, donc tu fais du foncier et puis tu fais aussi du panier. Mais après, il faut retranscrire aussi les stratégies à mettre en place avec son partenaire. Donc, comment tu fais alors dans ce cas-là? En fait, moi, j'ai plusieurs entraînements. J'ai vraiment l'entraînement individuel, donc seulement avec Patrick. Là, c'est du panier. On va dire ça, c'est au moins une fois par semaine. Après, j'ai des entraînements avec des sparring. Donc, j'ai un sparring qui vient. C'est souvent le travail en diagonale ou en ligne. Parfois, 2 sparring. Donc, ça fait entraînement à 3. Et après, il y a les entraînements avec Mélissa où là, on fait du 2 contre 2, donc paddle classique. Et là, on est vraiment sur un aspect beaucoup plus stratégique. On essaie en paire, d'essayer de jouer l'une pour l'autre. Donc là, par exemple, ces derniers temps, on avait pour idée de fixer un joueur. On a tendance parfois à avoir ce défaut de jouer une fois à droite, une fois à gauche. Là, notre objectif, c'est quand on arrive à faire qu'un joueur soit un peu en difficulté, de continuer sur lui en équipe, peu importe qui touche la balle. Voilà. Donc ça, on fait des exercices purement tactiques, ou cette idée quand tu es au fond de dire, quand l'une fait chiquita, l'autre avance un peu, parce que si la balle vole un peu, elle peut venir voler. Enfin, voilà, tous ces jeux de travail à deux. Et là, il y a beaucoup de choses à bosser. Et j'ai vu souvent, tu joues contre des hommes, avec Mélissa, au 2v2 à Cormeilles. Je l'ai vu souvent. Oui, Cormeilles, Casa. Donc, en fait, vous choisissez une paire homme à chaque fois, ou c'est parce que vous ne trouvez pas de... Il n'y a tout simplement pas de femmes à notre niveau en Île-de-France, donc on n'a pas le choix. On aimerait bien pouvoir s'entraîner avec des femmes. Ça fait progresser de jouer contre des hommes qui complètement. C'est juste, il faut trouver en fait les profils qui sont adaptés, qui correspondent à des jeux un peu plus féminins, parce que c'est vrai que si... on va pas prendre des hommes qui frappent, qui sont très puissants et qui frappent de très loin, parce que c'est pas ce qu'on va retrouver nous. Mais par contre, il y a plein d'hommes, qui ont un jeu plutôt assez posé, en tout cas plus féminin. Et nous, ça nous convient très bien et c'est génial. Enfin, c'est parfait comme sparring. Ok. Si le paddle féminin continue de se développer au rythme actuel, qu'est-ce qui doit absolument changer pour que les joueuses puissent vraiment en vivre? Alors, que ce soit au niveau de la FFT ou que ce soit au niveau de l'organisation que des joueurs, qu'au niveau de leur côté à eux, sans passer par la FFT. Qu'est-ce qui doit changer? Déjà, il faut qu'il y ait des écoles de paddle qui se créent tout simplement pour que les jeunes puissent découvrir le sport et s'investir s'ils ont envie de un jour rentrer dans le top mondial. Ça, c'est obligatoire. Après, je pense qu'il faut que la fédération elle aide encore plus. C'est le cas en créant des tournois internationaux en France. Ça nous aide parce que c'est beaucoup plus accessible. Donc ça, c'est génial. Oui, parce que tu as moins de transport. Exactement. Et puis potentiellement des coachs qui sont là, des coachs de la fédération ou coachs personnels qui peuvent venir. Voilà. Après, c'est toujours créer des événements de plus en plus pour que le paddle soit visible, et que plus le paddle va être visible, plus il va y avoir d'argent et plus nous, on va pouvoir investir et progresser. Voilà, principalement. Et créer encore des événements. Et si la Fédé, finalement, aussi peut mettre de l'argent pour des bourses, sous forme de bourses, c'est quelque chose qui existe un peu, mais voilà, pas assez. Et les choses internationales, elles aussi, elles vivent que majoritairement de leurs sponsors. Complètement. Complètement. De toute façon, c'est très lié à ça. C'est-à-dire, quand on est numéro 1 de son pays, peu importe son niveau, on va attirer les sponsors. Et donc, on va pouvoir partir plus loin, donc sur des tournois moins forts, donc gagner plus de points, augmenter dans le classement. Ça fonctionne comme ça. Mais bon, à un moment donné, il faut avoir le niveau. Il n'y a pas le choix. C'est clair. Quoi qu'il arrive, il faut s'entraîner. Voilà. C'est clair. Qui tu aimerais voir sur le fauteuil du podcast Alpha Paddle, ici, sur ce fauteuil, pour parler du monde du paddle? Qui tu penses qui serait pertinent? Alors justement, j'avais lu cette question et donc j'avais réfléchi un peu, et le premier nom qui m'est venu, c'est Jérémy Scatena.
parce que moi, j'adore les gens au parcours atypique. C'est une personne qui a réussi avec, au début, peu de moyens, parce qu'il venait un peu du tennis, mais n'a pas non plus été avec un gros classement. Il a été précurseur du paddle, où paddle, ça n'existait presque pas en France. Il est parti en Espagne, il s'est entraîné à fond. Il n'avait pas des qualités incroyables de paddle, et pourtant, il a travaillé comme un dingue. Et on n'en parle pas assez, mais il a été top 80 mondial. C'est quand même... C'est énorme. Aujourd'hui, les garçons... il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à ce classement-là, ni les filles d'ailleurs. Et avec une personnalité très atypique, une façon d'appréhender le sport différente. Donc, je pense que ça serait vraiment très, très intéressant de l'interroger. Et en plus, il n'a pas la langue dans sa poche. Donc, Jérémy, si tu nous entends, appelle-moi. Écoute, on va finir cette interview par une dernière séquence qui s'appelle « Les questions qui piquent ». Okay. Et tu n'as le droit de répondre que par oui ou que par non. Ou tu auras un joker. Ok, j'ai droit à un joker. Ouais, ça te va ? Ça me va. Allez, vas-y. Allez, on est parti. Le paddle féminin est structurellement sous-payé aujourd'hui. Sous-payé, tu parles pour les prize money ? Ouais. Pour les prize money, non. Mais par contre, pour ce qui est l'accompagnement financier, sponsoring, oui. Être dans le top 10 français ne permet pas de vivre correctement du paddle. Oui. Le paddle féminin est encore utilisé comme argument marketing plutôt que comme priorité sportive. Ça dépend qui, mais oui, beaucoup. Oui. Les joueuses doivent prouver 2 fois plus que les hommes pour exister. Non. Non, parce que... d'un côté, oui. D'un côté, oui. Non, mais non, je vais pas te plutôt faire... non. Non, mais je vais pas te faire oui, non, mais c'est que oui, parce qu'on est moins visible, parce qu'on va toujours nous mettre le match à 9h et pas à 11h devant tout le monde, parce que comme on n'attire pas naturellement, il faut un peu forcer le truc. Mais à la fois, quand t'es un homme, t'as plus de concurrence aussi, donc c'est aussi très dur. Donc non, pas vraiment. Il y a des difficultés pour les deux. Ok. Le manque de prize money freine directement la progression sportive des joueuses. Oui. Certaines compétitions féminines sont organisées sans réel respect pour le haut niveau. Non. Le paddle féminin est sous-exposé parce qu'il n'est pas encore considéré comme prioritaire. Oui, il n'est pas prioritaire, c'est sûr. Les sponsors privilégient davantage l'image que le niveau sportif réel. Ah bah oui. C'est sûr, ça. Le discours « patience, ça arrive » sert surtout à justifier l'inaction au niveau national. Pour moi, on ne peut pas parler d'inaction parce qu'il y a plein de choses qui sont faites pour les femmes, vraiment. Il y a toujours ce truc de dire « c'est pas assez ». C'est trop lent, c'est vrai. Il y a plein de choses qui manquent, on pourrait faire tellement de choses pour les femmes. Mais par contre, il n'y a pas d'inaction, il y a vraiment des choses qui sont faites et je pense qu'il faut vraiment valoriser ça et encourager ça plutôt que de dire tout le temps tout ce qui ne va pas. Oui, c'est peut-être un peu lent, oui, on aurait envie que ça soit un peu plus égalitaire à des moments, mais on a de la chance d'être dans un pays où on fait quand même beaucoup pour les femmes et je pense qu'il faut quand même le souligner. C'est beau. Le système actuel favorise clairement les hommes. Oui, oui, mais pas surtout. C'est large ta question. C'est très très large. Je reste dans le paddle. Oui et non, oui. Oui, je vais dire non. Je suis pas. Non. Pas forcément. Non, ça va. Certaines joueuses de haut niveau arrêtent faute de perspectives économiques. Ah, totalement, oui. Complètement. Le paddle féminin risque de rater son virage professionnel sans décision forte rapidement. Non. Je pense pas. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain et ça évolue positivement. En France, le top 10 féminin est-il moins respecté que le top masculin de niveau comparable ? Oui. Le paddle féminin est pris moins au sérieux que le paddle masculin par ses propres instances. J'ai pas cette sensation-là.
Il y avait pas... Attends, je crois qu'il y avait marqué oui, non, joker. Oui, mais bon, là, tu t'adresses à une femme, tu sais qu'elle va pas respecter la règle. Aujourd'hui en France, le paddle féminin est-il volontairement maintenu en dessous du paddle masculin? J'espère pas, donc je vais dire non.